L'armée israélienne mène donc depuis mercredi une offensive militaire intense contre le Hamas. L'opération militaire lancée en riposte à des tirs de Gaza survient en pleine campagne électorale israélienne, alors que l'autorité palestinienne, elle, tente d'acquérir un nouveau statut aux Nations Unies et soutenue par les États-Unis. L'offensive d'Israël met l'Égypte en délicate position. Et pendant ce temps, en Syrie, nous sommes au bout de 20 mois de conflit, 40 000 morts. Il y a une coalition qui s'est enfin unifiée depuis le Qatar, mais les organisations non gouvernementales disent que désormais la situation syrienne, en tout cas la situation pour les Syriens, est dans un état critique, une situation critique. Nous ferons aujourd'hui le tour de la région, si j'ose dire, avec nos deux invités. Ziad Majed, bonjour. Bonjour. Professeur à l'Université américaine de Paris, spécialiste du Proche-Orient. Et Alain Diekhoff. Bonjour Alain Diekhoff. Bonjour. Au téléphone en direct depuis Jérusalem. Vous êtes directeur de recherche au CERI, auteur notamment du conflit israélo-arabe chez Armand Collin. Pour cette première partie, c'est vers vous que je me tourne et vous intervenez quand vous voulez, bien sûr, Ziad Majed. Alain Diekhoff, nous venons d'apprendre qu'il y avait une trêve de 3 heures dans le moment israélo-gazaoui, si j'ose dire, dans l'offensive et les tirs de missiles sur Gaza. Cela dit, peut-être une question pour contextualiser ce qui se passe depuis 2-3 jours. Est-ce que tout cela n'est jamais que un peu routinier, si j'ose dire, d'une manière, en essayant d'être détaché. Nous sommes en période de campagne électorale pour Benjamin Netanyahou. Nous sommes en période d'une autre campagne pour les Palestiniens via l'ONU. Bis repetita, éternellement. C'est vrai qu'il y a un parallèle entre l'opération militaire qui a été déclenchée mercredi par Israël d'un côté et l'opération Plomb Durci à laquelle vous avez fait référence, qui avait été déclenchée en décembre 2008, début 2009, dans un contexte en effet très similaire. D'une part, d'un côté une escalade avec des tirs de roquettes du côté du Hamas, des représailles israéliennes qui finalement ont débouché sur une guerre, et en background une campagne électorale. Et en background également une campagne électorale américaine. Oui, c'est vrai. Bon, cela dit, ça c'est maintenant terminé. Je dirais que on connaît le résultat et ça ne joue plus dans l'équation. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut donner un air de déjà vu. En même temps, il y a quand même des différences. J'en vois au moins deux. La première, c'est que les capacités offensives des différents groupes palestiniens, parce qu'il n'y a pas que le Hamas, il y a le djihad islamique en particulier, qui est bien que assez peu nombreux en hommes et doté de pas mal de capacités offensives. Il y a le comité des comités de résistance populaire, il y a différents groupes salafistes. Ce qui est différent par rapport à 2008, c'est que à l'évidence les capacités offensives de ces groupes sont beaucoup plus fortes aujourd'hui, puisque leurs missiles, on parlait pendant longtemps des Qassam, je dirais que ça c'est un peu fini, dans le sens où maintenant ils sont capables d'envoyer des missiles beaucoup plus loin, puisque hier il y en a qui sont tombés au sud de Tel Aviv. C'est-à-dire que le Hamas aujourd'hui, Alain Diekhoff, est mieux armé qu'auparavant, et notamment dans la perspective éventuelle de ce qu'il faudrait défendre l'Iran sur un éventuel bombardement d'Israël sur l'Iran. Alors ça c'est un peu plus compliqué, parce qu'en réalité depuis le printemps arabe, le Hamas a pris ses distances avec l'Iran. C'est plutôt en réalité aujourd'hui le djihad islamique, qui a toujours été très très proche de l'Iran depuis sa création au début des années 80, qui est en quelque sorte, si je puis dire, un peu l'agent de l'Iran. Et il semblerait d'ailleurs que le missile qui est tombé hier non loin de Tel Aviv ait été lancé par le djihad islamique et pas par le Hamas. Donc ça c'est la première différence. La seconde différence, et qui est aussi très importante au niveau de la géopolitique régionale,
c'est que lors de l'opération militaire de 2008-2009, en Égypte, au pouvoir, il y avait Hosni Moubarak. Or, lui, sa politique, elle était très claire, c'était de contenir le Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza, de ne pas lui donner d'air, si je puis dire, pour respirer, et évidemment, indirectement, ça facilitait les opérations militaires israéliennes. Là, on a un contexte égyptien qui est complètement différent, puisque Moubarak a été éliminé de la scène politique et que son successeur, Morsi, il fait partie de l'Organisation des Frères musulmans, donc une organisation qui évidemment est idéologiquement proche du Hamas, mais en même temps, il est dans une position ambiguë parce que il a aussi des responsabilités en tant que chef d'État, et il lui faut quand même préserver le traité de paix avec Israël. Donc il est dans une position un peu difficile, et il faudra voir justement comment cette nouvelle direction égyptienne gère cette ambiguïté-là. Ziad Majed. Oui, 3 commentaires. Le premier, par rapport au repositionnement de Hamas dans la région. Hamas n'est plus dans l'axe Damas-Téhéran comme elle a été en 2008. Elle a pris ses distances surtout de Damas. D'ailleurs, son bureau a été fermé par Damas. Et les autorités syriennes ont accusé le chef de Hamas, Khaled Mash'al, de devenir un traître. Donc ce repositionnement-là rapproche Hamas des frères musulmans, qui est d'ailleurs son background idéologique, et rend que la configuration de l'actuelle opération militaire est complètement différente. Le djihad islamique, c'est vrai, reste proche de Téhéran, mais sa présence populaire à Gaza est assez réduite. Il est beaucoup plus militant qu'avec une base populaire. La base populaire reste divisée entre le Hamas et le Fatah. Il y a une autre question par rapport à 2008 aujourd'hui. Ça montre aussi qu'après l'opération de 2008, si c'est vrai que les organisations palestiniennes ont plus d'armes, c'est que cette politique israélienne d'attaquer chaque 4 ans ou chaque 3 ans le Gaza ou d'autres régions en Palestine est inefficace. Ce qui veut dire qu'il faut y avoir une négociation politique, enfin, pour pouvoir trouver une solution et non pas maintenir le blocage, le blocus de Gaza et en même temps les opérations militaires chaque 4 ans. Et la troisième question par rapport aux États-Unis, le fait qu'Obama en 2008 et maintenant on n'est pas encore en deuxième mandat officiellement, fait qu'il y a toujours des hésitations. Et il semblerait que les Israéliens, notamment Netanyahou, qui n'a aucune sympathie à Obama, je pense que c'est réciproque, choisissent ce moment-là aussi, qui tombe dans une campagne électorale israélienne, pour essayer de profiter des hésitations américaines. Et en même temps, comme vous avez dit au début, l'autorité palestinienne qui préparait une nouvelle offensive diplomatique va être maintenant, encore une fois, assez coincée dans ses choix et dans sa marge de manœuvre. Et puisqu'on a le sentiment par moment que les motivations de ces conflits obéissent parfois plus à des considérations internes que véritablement géopolitiques, est-ce qu'on peut dire aussi par exemple que le djihad islamiste aujourd'hui essaie de tester au fond la direction du Hamas, notamment depuis aussi que Tsahal a éliminé le chef des opérations militaires du Hamas il y a 2 jours, Ahmad Jahabari. Est-ce qu'il y a une tension politique interne et une manière au fond de la part du djihad de tester l'autorité tout simplement du Hamas, Ziad Majed? Il y a eu une information qui a circulé qui dit que le début des opérations n'était pas déclenché par le Hamas. C'était d'autres organisations, probablement le djihad ou même d'autres groupes. Le Hamas est extrêmement embarrassé par embarrassé, ils sont en responsabilité, sécuritaire et politique du secteur de Gaza, et donc ils ne peuvent pas rester neutres quand il s'agit d'une opération militaire. En plus, le Jahabari a été éliminé, donc ils se sont trouvés au milieu du conflit, et je pense que le missile Al-Fajr qui a été lancé sur le sud de Tel Aviv, c'est le djihad islamique qui a dit qui sont responsables du lancement. Donc c'est assez confus pour Hamas, je pense. C'est un moment critique. Ils sont en plein repositionnement géostratégique. L'Égypte, le grand frère qui va maintenant envoyer des ministres à Gaza pour négocier, va essayer de contrôler la situation parce que c'est un grand aussi test de la politique israélienne du nouveau régime égyptien. Alain Diekhoff, vous êtes à Jérusalem. Quelle est l'atmosphère, les informations, la une des journaux en ce moment? Comment vit-on ce moment à nouveau de grande tension, encore une fois, sur fond de campagne électorale? Les élections législatives seront au mois de janvier en Israël.
Alors évidemment, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Bon, à Jérusalem, les choses sont, je dirais, tout à fait normales. Bien évidemment, la situation est complètement différente pour les habitants qui se trouvent au sud du pays, autour de la bande de Gaza, Ashkelon, Ashdod, Beersheba, et même, comme nous l'avons dit, pour, disons, la grande banlieue de Tel Aviv. Là, les gens vivent, je dirais, à la merci des attaques de roquettes et de missiles, et donc se réfugient régulièrement dans les abris lorsqu'il y en a. Les écoles ne fonctionnent pas, donc la vie normale, évidemment, est complètement suspendue. Et ça m'amène quand même à dire une chose: il ne faut pas, si je puis dire en un certain sens, surpolitiser non plus l'opération militaire actuelle. Elle a aussi tout simplement des raisons militaires. C'est-à-dire que le gouvernement Netanyahou, et qu'il soit en campagne électorale ou non, à mon avis, ne change pas fondamentalement les choses. Il ne peut pas rester passif, si vous voulez, parce qu'il a tout simplement une obligation de protection de sa population. Donc, il faut répondre en quelque sorte. Les tirs de roquettes depuis Gaza sont effectivement bien réels, évidemment. Oui, non, mais donc en ce sens-là, si vous voulez, le gouvernement ne peut pas rester simplement les bras croisés en attendant une hypothétique trêve. Il faut aussi, en quelque sorte, qu'il montre que l'armée est là pour défendre la population, et donc il y a toujours cette éternelle idée qui revient et qui n'est vraiment pas neuve du tout, qu'à chaque opération militaire on voit qu'il s'agit de rétablir un peu une certaine capacité de dissuasion. Simplement, et ce que Ziad Majed a dit est tout à fait juste, on est toujours là dans le court terme, c'est-à-dire qu'il faudrait également, évidemment, développer un volet politique, et ce volet politique avec les Palestiniens, il devrait être développé au premier chef, non pas à mon sens avec le Hamas, parce que là les discussions, s'il pouvait y en avoir, me paraîtraient extrêmement difficiles. Bon, pour l'heure c'est complètement, je dirais, illusoire, mais au moins avec l'autorité palestinienne, qui est quand même l'interlocuteur officiel. Donc là, je pense que politiquement, il y aurait des choses à faire, et là, malheureusement, on est bien obligé de constater que le gouvernement israélien n'a fait, au cours de ces presque 4 années écoulées, guère d'efforts pour ouvrir politiquement vis-à-vis de Mahmoud Abbas une négociation véritablement digne de ce nom. Ce qui d'ailleurs pousse ce dernier à essayer de chercher via la communauté internationale une reconnaissance avec sa fameuse demande à l'Assemblée générale des Nations Unies pour obtenir le statut d'observateur et donc d'État non membre. Mais en quelque sorte, c'est un pis-aller. C'est en fait une voie qui est choisie par défaut parce que tout simplement les négociations politiques ne donnent rien, et en réalité il n'y en a pas. Et qu'on a le sentiment que plus personne ne pèse sur grand-chose dans ces questions-là. Cela dit, à chaque escalade, à chaque conflit, sa petite nouveauté. Désormais, la communication fait partie intégrante de la guerre, et avec l'escalade de violence que nous connaissons, on a inauguré désormais la guerre sur Twitter. On a vu donc que Tsahal avait annoncé son offensive, notamment sur Twitter. Il a même live tweeté. Écoutez donc Martin Outersinger, jeune journaliste à Rue 89, au micro de Tanguy Bloom. Sans doute pour la première fois, Tsahal, donc l'armée israélienne, a fait la première annonce publique de son invasion, de son attaque plutôt sur Gaza par Twitter, donc par un tweet posté hier à 15h30, et a immédiatement enchaîné, même si ça avait commencé quelques jours avant, par l'envoi sur plein de canaux différents, en plusieurs langues, de photos, de textes, d'articles, de vidéos, de manière très virale, très agressive. Voilà, c'est de la propagande au sens traditionnel du terme de guerre. Alain Diekov, pour terminer cette première partie, deux petits mots peut-être. Est-ce que vous croyez ou non, vous, au risque d'une intervention terrestre de l'armée israélienne sur Gaza ? Elle est possible. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que les réservistes vont être appelés, et Ehud Barak, le ministre de la Défense, a demandé à ce que jusqu'à 30 000 hommes puissent être appelés pour aider
les troupes qui sont engagées. Donc la possibilité est réelle. Mais tout dépendra aussi de ce qui va se jouer très rapidement au niveau diplomatique. Elle serait très risquée tout de même, en même temps, cette intervention terrestre en cas de difficultés, notamment en raison du contexte politique tout de même. Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut la voir pour le moment essentiellement comme un moyen de pression, mais un moyen de pression qui pourrait éventuellement se matérialiser si les tirs ne cessaient pas. Merci Alain Adiekov de nous avoir rejoints depuis Jérusalem. Ziad Majed, un mot pour conclure également. Dites pendant ce temps au moins, Bachar al-Assad se frotte les mains, les yeux se détournent très légèrement, même carrément de la Syrie. Certainement, je pense que le régime syrien célèbre ce moment dans un sens où il détourne l'attention internationale et les efforts diplomatiques vers Gaza d'un côté, et de l'autre, il faut toujours aussi reconnaître qu'au niveau de la rue arabe, les émotions par rapport à la Palestine et par rapport à un sentiment d'injustice qui est fait aux Palestiniens est toujours assez présente, et donc il y aura beaucoup plus de sympathie en ce moment-là avec les victimes à Gaza qu'avec les victimes encore plus nombreux qui tombent sous les balles et le feu du régime syrien. 8h17 lors de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Faut-il craindre un embrasement de la région du Proche-Orient ? En tous les cas, à peine réélu, le président Obama est à nouveau sur la brèche parce que le Moyen-Orient, vous l'avez dit, menace une fois de plus d'exploser. Et seuls les Américains, qui disposent de l'autorité et de la puissance, peuvent empêcher une désastreuse ascension aux extrêmes. La région est en effet menacée d'une guerre sectaire généralisée, comme l'écrit Jean-Sylvestre Montgrenier sur le site de l'Institut Thomas More, une guerre de religion au sein du monde musulman. D'un côté, l'arc chiite, comme on dit, Iran, Hezbollah, Syrie, appuyé désormais par l'Irak. De l'autre, les régimes arabes sunnites sous la direction des monarchies pétrolières du Golfe, alliés aux États-Unis et associés à la Turquie. Ces derniers, les Turcs, redoutent par-dessus tout l'exportation du conflit syrien chez les voisins et l'éclatement d'un conflit généralisé entre chiites et sunnites parce qu'il pourrait signifier une série de guerres civiles qui iraient du Liban jusqu'à Bahreïn. Mais Damas, aux abois, pourrait aussi jouer du nationalisme kurde pour tenter de déstabiliser la Turquie. Celle-ci, la Turquie, elle attend de ses alliés de l'OTAN un soutien sans faille. Les Occidentaux ne souhaitent pas s'engager directement dans le conflit syrien. Les Américains font montre d'ailleurs d'une très grande réserve envers le nouveau Conseil national syrien qu'ils jugent influencé par les frères musulmans. Ils lui préfèrent l'initiative lancée à Doha par le politicien libéral Riyad Saïf. Comme envers l'Iran, Washington privilégie les pressions diplomatiques et les sanctions économiques. Obama peut faire valoir d'ailleurs que face à l'Iran, ces sanctions se sont révélées efficaces. Les exportations de pétrole iraniennes ont été divisées par 2. L'économie du pays est en train de basculer dans l'hyperinflation. Le président sortant américain avait laissé entendre qu'une fois réélu, il tenterait d'amener Téhéran à renoncer à l'arme nucléaire par la voie diplomatique, et que de discrètes négociations bilatérales seraient rapidement engagées. Encore faudrait-il que la partie américaine ait des contreparties intéressantes à proposer à Téhéran. Les Saoudiens, eux, se méfient de cette perspective et ils préféreraient que Washington use de la force avant que les installations nucléaires iraniennes aient atteint le seuil d'immunité. Surtout, les dirigeants saoudiens redoutent qu'Israël, qui ne cache pas qu'à ses yeux un Iran nucléaire est inacceptable, frappe le premier, ce qui mettrait le feu à la région. On peut d'ailleurs se demander si Netanyahou n'est pas tombé dans un piège iranien en lançant donc une série de raids contre des dirigeants militaires du Hamas dans la bande de Gaza. Il était certes difficile au Premier ministre israélien de laisser le mouvement islamiste allié de l'Iran bombarder de roquettes le sud de son pays sans réagir. À quelques semaines des élections, il lui faut démontrer à la population israélienne qu'il ne laisse pas impunis les tirs de roquettes et les incidents de frontières qui se sont multipliés ces derniers jours, mais en allant tuer le chef de brigade Ezzeddin al-Qassam, la branche armée du Hamas, le Premier ministre israélien prend de grands risques. Certes, il a tué son Ben Laden, comme dit l'opposition israélienne pour le critiquer, mais la grande nouveauté dans la région, c'est le remplacement de Moubarak par les frères musulmans au Caire. Le président Morsi a déjà décidé de dépêcher à Gaza son Premier ministre. Par ailleurs, de l'autre côté, en Cisjordanie, le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas s'apprête, comme on sait, à demander à l'Assemblée générale des Nations unies de le reconnaître comme chef d'un État palestinien non membre. Et, comme au billard, les roquettes que le Hamas envoie sur les villes israéliennes sont aussi destinées à miner la position de Mahmoud Abbas.
Une nouvelle opération de pacification de la bande de Gaza par Israël est peut-être imminente. Elle risquerait de s'avérer encore plus coûteuse sur le plan diplomatique que l'opération Plomb durci de décembre 2008. Oui, décidément, Marc, tout semble en place pour une déflagration et il faudra à Barack Obama beaucoup de talent pour désamorcer une à une toutes ces bombes. Votre chronique, Brice, à retrouver sur franceculture.fr. Ziad Majed. Juste 2 commentaires rapides. Le premier, par rapport au Hamas qui s'est repositionné dans la région, et je ne pense pas qu'on peut continuer de parler d'une alliance avec Téhéran et Damas, d'autant plus que ce n'était probablement pas le Hamas qui a lancé les requêtes, c'était plutôt le djihad islamique et d'autres groupes. Le deuxième commentaire, et c'est aussi par rapport à la politique israélienne avec la droite et l'extrême droite au pouvoir, qui n'acceptent pas d'arrêter, de geler même la colonisation des territoires occupés, les problèmes au niveau politique ne trouvent pas de solution. Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne ont été affaiblis par le gouvernement israélien, ce qui a indirectement renforcé des formations palestiniennes qui considèrent que la lutte armée est la bonne voie après l'échec diplomatique. Donc je pense aussi que la communauté internationale et les États-Unis doivent jouer un rôle au niveau de forcer les Israéliens d'accepter un plan de paix pour la création d'un État palestinien viable pour que la sécurité... Enfin, jusque-là, ça ne marche jamais. Malheureusement, mais c'est ça aussi, et c'est pour ça que chaque 2 ou 3 ans ou 4 ans, on parle et on fait des comparaisons avec le conflit qui a eu lieu 3 ans avant, l'opération de 2008, maintenant l'opération 2012. Les choses, il faut, je pense, finir avec ce cercle vicieux. Avec un effet de répétition, mais tout de même, il ne faut pas nous tromper également, puisque chaque fois, le contexte tout de même change un petit peu. Est-ce que le contexte, on va dire, des révolutions arabes, et notamment le contexte syrien aujourd'hui, je disais avec la guerre en Syrie et les événements que l'on sait, peut là aussi, encore une fois, enfin change un peu, ou la donne et la lecture même de cette actualité, avec notamment, on le sait, il y a une semaine, les tirs d'obus syriens vers les territoires occupés par Israël, et notamment sur la question sur le plateau du Golan. Oui, je pense que le régime syrien, depuis quelques mois déjà, il est extrêmement affaibli à l'intérieur, essaye de montrer qu'il est toujours la victime d'un complot. Tantôt il parle d'un complot sioniste impérialiste, tantôt les islamistes et les djihadistes. Donc il essaye de fuir le problème interne, qui est un problème de manque de légitimité après 42 ans de dictature. Ils ont essayé de déstabiliser le Liban pendant quelque temps. La question kurde avec les Turcs est une carte. Et finalement, il y a eu les tirs sur le Golan pour dire que Bachar al-Assad l'avait dit, son cousin Rami Makhlouf, un homme puissant du pouvoir, l'avait dit également, que si le régime syrien tombe, c'est toute la région qui va connaître une déstabilisation. Le paradoxe, pardon, juste une chose, le paradoxe, il est qu'il ne faut pas oublier au fond que la Syrie et l'État et Israël sont 2 pays toujours en guerre, et qu'au fond, il n'y en avait pas de guerre, entre guillemets. Non, c'est le front le plus calme. Voilà, c'est le front le plus calme, si on peut dire. Depuis 1974 et la fin de la guerre d'octobre 1973, il n'y a pas eu un seul tir ou une seule opération militaire sur le front du Golan. C'est le front arabo-israélien le plus calme, le plus sûr. Le régime syrien a souvent joué des cartes libanaises et palestiniennes dans le conflit avec Israël, et c'était beaucoup plus l'usage d'une rhétorique politique et idéologique anti-israélienne pour justifier la répression à l'intérieur et pour se montrer comme étant le garant de la nation arabe et de la cause palestinienne. Voilà, déjouant les complots américano-sionistes, etc. Et donc ça l'arrange toujours bien de montrer qu'il y a une guerre avec les Israéliens, même si c'est ailleurs, même si c'est avec le sang des Palestiniens ou des Libanais. Et actuellement, avec ce qui se passe à Gaza, le régime syrien, sans que l'attention internationale est déviée, il y a des émotions pro-palestiniennes qui peuvent jouer dans certains pays arabes. Ils peuvent jouer toujours cette question-là par rapport à le fait que Damas n'a jamais cédé aux Israéliens et aux Américains. Mais je pense que le peuple syrien, et ça c'est une grande nouveauté, et de même que beaucoup de peuples arabes depuis le printemps arabe, sont beaucoup plus maintenant concernés aussi par leur liberté individuelle et collective, par la question de la dignité, par les droits de l'homme à l'intérieur du pays. Et ils disent que même si on soutient la cause palestinienne, être des citoyens libres et la soutenant, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus efficace que d'être seulement gouverné par des régimes de dictature qui utilisent la Palestine comme une cause afin de justifier
leur répression et non pas pour aider les Palestiniens. Est-ce que vous voulez dire en sous-texte, et que ça permettrait de répondre, et je voudrais qu'on traite vraiment la question abordée par Brice dans sa chronique, est-ce que ça voudrait dire en sous-texte qu'il nous dirait peut-être qu'il ne faut pas nécessairement lire l'histoire notamment syrienne en ce moment uniquement à la lumière de la question des confessions et de la religion? Ah, certainement. Et pourtant, on n'y échappera pas. Oui, je sais qu'en Europe et même au niveau de certaines élites arabes, on parle maintenant d'un moment islamique dans la région. Le fait que les frères musulmans ont remporté les élections en Tunisie et en Égypte, le fait qu'ils sont assez forts et puissants en Syrie aujourd'hui, Hamas en Palestine, on a une impression que c'est une montée en puissance de l'islam politique. Les faits quand même, il y a les faits. Oui, il y a les faits. Mais il faut distinguer trois questions. La première, c'est que les frères musulmans étaient les anciennes victimes des régimes qui ont sauté. Donc, toujours cette question de victimisation, le fait qu'ils étaient en exil ou en prison, les avait déjà donné un avantage quand les élections ont eu lieu. La deuxième, c'est que le despotisme qui a détruit la vie politique dans ces sociétés-là n'a maintenu que les mosquées comme étant les seuls espaces publics où les gens peuvent se rencontrer. Il n'y a pas de club politique, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de possibilité de manifester dans la rue. Tout est sous contrôle des services de renseignement. Donc les mosquées sont devenues les seuls espaces. Et qui mobilise dans les mosquées? Les cheikhs, les imams, qui ont un langage évitant la confrontation avec le pouvoir avant le printemps arabe, mais en même temps un pouvoir de mobilisation, une autorité éthique. Et quand le moment est venu de la mobilisation politique, ils ont changé le discours et ils sont devenus assez puissants et forts dans les sociétés. Les régimes arabes eux-mêmes avaient joué la carte des islamistes contre le reste de la société pour effrayer les laïcs arabes d'un côté et pour dire à l'Occident que nous sommes la seule alternative. Que si jamais on tombe, voilà, les islamistes vont être... D'où notre bienveillance. Absolument. Et donc, ils ont renforcer l'islamisation sociale de la société, ce qui a donné un fruit politique avec les élections. Mais il faut aussi distinguer entre les frères musulmans aujourd'hui qui ont remporté les élections et des groupes djihadistes qui parlent de la violence comme étant la voie pour la conquête du pouvoir. Et je crois que les frères musulmans, avec le temps, je ne parle pas de la première année ni de la deuxième année, sont obligés de faire du pragmatisme politique, de commencer à parler différemment. Ils ont promis qu'ils sont la solution. Les gens vont voir que le chômage ne va pas changer rapidement, qu'il y a énormément de problèmes sociaux, que les rapports internationaux ne sont pas si simples que ça et on dit l'islam est la solution et c'est fini. Donc ils vont être obligés de rentrer dans le jeu politique. Et à mon avis, il n'y a pas un grand changement au niveau des constitutions, par exemple. Pardon, de notre point de vue, on peut considérer qu'il pourrait y avoir des sortes de dégâts ou de régression sur la question des mœurs, et la question des femmes, qui n'est pas moins grande. Non, c'est une des questions principales et centrales. Et je ne pense pas qu'il y a une possibilité d'une nouvelle renaissance arabe sans parler de la cause de la femme arabe. Mais au niveau des constitutions, par exemple, et des législations, toutes les constitutions arabes, sans exception, sauf exception faite du Liban, mentionnent que l'islam, c'est la référence de la législation et que l'islam, c'est la religion de l'État et de la société. Même la Tunisie de Bourguiba avait mis ça dans sa constitution. Donc les islamistes ne peuvent rien rajouter à ce niveau-là. Ils peuvent, par contre, faire de la pression par rapport à la question de ce qu'on appelle mœurs, les libertés des femmes. Et là, c'est aux femmes et aux hommes qui soutiennent la liberté individuelle de se battre contre eux, et ils sont en train de le faire dans plusieurs pays. C'est une question de rapport de force. Moi, je pense qu'on est dans un moment aujourd'hui d'un progrès des forces de l'islam politique, mais cela ne va pas durer longtemps, surtout s'il y a un discours alternatif qui s'élabore, qui devient mûr, et qui commence à faire des confrontations pour modifier le rapport de force. Mais acceptons le jeu démocratique qu'on est en train de la première fois de le voir depuis des décennies, et même si les résultats ne sont pas comme beaucoup le souhaitent dans la région ou ailleurs, mais ça va venir avec le temps. Sinon, de justifier toujours que par crainte des islamistes, on accepte des pouvoirs à la limite du fascisme parfois, despotiques, qui ont massacré leur société, on est juste en train de reporter la question quelques années plus tard. Vous remuez le couteau dans la plaie de la mauvaise conscience occidentale, notamment sur son soutien pendant des années, bien sûr, au pouvoir dictatoriaux dont vous faites allusion, Ziad Majed. Brice Couturier. Oui, c'est vrai que les pouvoirs bassistes en particulier étaient modelés sur Mussolini. Il ne faut pas l'oublier que c'était leur modèle. C'était effectivement des régimes nationaux socialistes. Mais je vais revenir sur ce que vous disiez
disiez, Ziad Majed, c'est vrai que le conflit israélo-palestinien, instrumentalisé par les despotes arabes pour détourner leur population, la colère populaire contre un ennemi plus ou moins imaginaire, monté en mayonnaise pour faire oublier leur propre échec économique, c'est vrai que ce conflit a perdu sa centralité et qu'aujourd'hui, il est quand même remplacé, que vous le vouliez ou non, par une espèce de guerre sectaire, je reprends l'expression, qui oppose dans une espèce de guerre froide ou parfois chaude un arc chiite et les sunnites. Il y a bien une espèce de guerre intermusulmane au Moyen-Orient aujourd'hui qui oppose d'un côté le bloc des monarchies pétrolières sunnites conservatrices appuyées par l'Arabie Saoudite, appuyées par les Américains, et de l'autre côté une espèce de force révolutionnaire chiite qui est très populaire. Et ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que contrairement à ce que nous répètent les islamologues et les spécialistes du monde arabe, y compris ici en France depuis 15 ans... Vous le matin aussi. Ceux qui viennent au matin, parfois, ils nous disent l'islamisme politique est mort. Ça fait 15 ans qu'ils nous disent l'islamisme politique est mort. Or, chaque fois qu'il y a des élections libres, c'est les islamistes qui gagnent. Alors, on peut vous nous rassurer en disant ils accepteront une transition démocratique s'ils sont battus aux élections, ce qui ne manquera pas d'arriver. Mais vous aussi, vous nous dites ça ne manquera pas d'arriver. Ils laisseront le pouvoir à des pouvoirs civils plus laïques et plus sympathique aux yeux de l'Occident. Mais enfin, en attendant, depuis le temps qu'on nous dit l'islamisme politique, il est moribond, il est tellement moribond qu'il gagne partout. Alors, Ziad Majed. Alors, pour commencer avec la fin de votre question très intéressante, premièrement, la question de la mort de l'islam politique, certainement, elle manque de précision. Mais ce que beaucoup d'islamologues français et autres parlent en évoquant l'agonie ou le déclin de cet islam politique, ils parlent plutôt de la voie djihadiste de cet islam, c'est-à-dire de la phase afghane ou même de la phase algérienne dans les années 90 où on considérait que la violence et le fait que les sociétés ne sont plus pieuses comme les islamistes projettent leur idée de la religion, doivent être forcés à aller dans la voie de l'islam politique. Maintenant, on est dans un autre moment et dans une autre configuration. Ils sont beaucoup plus tournés vers les urnes, vers les promesses électorales, et même s'il y a beaucoup de démagogie dans leur discours, mais ils sont forcés par la force des choses, par cette mobilisation formidable qui a eu lieu durant le printemps arabe, de ne pas considérer qu'ils sont impunis et que les gens ne vont pas leur demander des comptes. Donc je pense dans ce sens-là... Ils accepteront l'alternance. Ils seront forcés de le faire, même s'ils ne souhaitent pas l'accepter. Mais avec les murs de la peur qui ont été vraiment déconstruits par les foules durant ce printemps arabe, pourquoi ne pas refaire une révolution ou une mobilisation contre un nouveau régime islamiste, si jamais il ne veut pas céder. Ils ne seront pas plus puissants qu'un Moubarak qui a été au pouvoir depuis 1981, ou d'un Assad aujourd'hui qui est avec son père depuis 1970. Cela dit, Ziad Majed, alors si on avait envie de vous suivre, mais si on essaie de vous porter la contradiction et très naïvement de regarder, là, encore une fois, au fond, les faits. Si on prend la question syrienne, et vous me corrigez si je me trompe, on va dire qu'il y a 80% de la population syrienne donc, qui est sunnite. Oui, et j'allais revenir à cette deuxième partie de la question. En fait, 60% de sunnites et 20% de Kurdes, un peu moins, et donc qui sont en fait dirigés par ce qu'on appelle la minorité alaouite. On peut penser peut-être de façon primaire, primaire, que la revanche sur le camp des oppresseurs alaouites sera sunnite, qu'elle sera donc nécessairement, entre guillemets, très religieuse, entre guillemets. Oui. Alors, et là, ça rejoint ce que vous étiez en train de dire par rapport à la guerre c'est tout le sens de la nomination du nouveau dirigeant de l'opposition syrienne qui a eu lieu au Qatar, Mouaz Al-Khatib, dont j'aimerais que vous nous adressiez le portrait, mais voilà, mais qui est un sunnite. Certainement. C'est pas un hasard. Par rapport à la question de la tension sunnite-chiite dans la région et des axes et des alliances et la répercussion de la question Arabie Saoudite-Iran, quoi. Et la répercussion sur la scène syrienne. Le fait que la question interne dans chaque pays devient une priorité pour les gens ne veut pas dire pour eux que Israël est un ennemi imaginaire ou que la Palestine n'existe plus, mais que les priorités changent, même s'ils sont tous d'accord qu'il y a une occupation israélienne qui doit finir. Et d'ailleurs, il y a d'autres territoires occupés, y compris le Golan syrien. Mais il y a depuis 2003, c'est vrai qu'il y a une grande montée dans la tension sunnite-chiite. Ça a commencé avec l'Irak, suite à l'invasion américaine et la chute du dictateur irakien Saddam Hussein. Un sentiment de puissance chiite
Le fait qu'ils sont une majorité démographique dans le pays, qu'ils ont été écartés du pouvoir pendant de longues années, je parle de leur élite, de même que de la conscience collective des gens, avec l'Iran qui est devenu un acteur très important dans la région, la montée des prix du pétrole a renforcé le budget iranien, le fait qu'il n'y a pas un État arabe capable de remplir un vide au niveau géostratégique. L'Égypte le jouait du temps de Nasser, puis c'était en chute libre jusqu'à aujourd'hui. La Turquie, un acteur qui commençait à monter mais n'était pas encore prêt à jouer un grand rôle régional. L'Arabie saoudite qui d'un côté utilise les médias et l'argent pour renforcer sa présence, mais a des problèmes internes au niveau de la succession, au niveau de son image partout dans la région. L'Iran a rempli ce vide-là, elle a soutenu des groupes chiites en Irak. De l'autre côté, il y a eu un soutien saoudien pour essayer de se défendre de certains groupes islamistes sunnites. Et donc la montée a commencé là-bas, elle a eu aussi au Liban une poussée avec l'assassinat de Hariri et le positionnement du Hezbollah chiite libanais avec le régime syrien accusé par la majorité des Libanais et notamment des sunnites libanais d'être celui qui a assassiné et liquidé Hariri. Et puis maintenant, en Syrie, certainement il y a le Bahreïn aussi, où il y a les khalifas qui sont la monarchie en place et qui sont sunnites avec une majorité chiite qui se sent marginalisée politiquement, et l'Iran, ça l'arrange pour le jeu. La tension et la compétition entre l'Arabie saoudite et l'Iran également, tout cela fait qu'aujourd'hui en Syrie, il y a des répercussions et il y a un problème confessionnel beaucoup plus que religieux. C'est-à-dire on n'est pas dans une guerre ou dans des conflits, même dans les autres pays, entre des concepts religieux. C'est plutôt un sentiment d'appartenance à une communauté exclue ou en pouvoir. C'est comme les catholiques et les protestants en Europe. Peut-être dans un autre contexte et un autre temps. Il y a une question identitaire plus qu'une question d'idéologie religieuse. En Syrie, la démographie est très complexe. Il y a une minorité alaouite. Le alaouisme, c'est pas exactement le chiisme. Il y a beaucoup de ressemblances. C'est une branche, c'est une émanation. C'est une branche du chiisme, pour simplifier peut-être. Mais il y a le principe de la Trinité qui la reproche des chrétiens, par exemple. Il y a des mœurs qui sont différents. Cette communauté-là n'est pas au pouvoir. C'est que la famille Assad, issue de la communauté, est au pouvoir. Et elle a essayé de souder sa communauté pour lui dire que nous sommes les garants de votre présence et de votre survie en Syrie face à une majorité sunnite. D'où la majorité des officiers dans l'armée et dans les services de renseignement sont alaouites. Beaucoup d'hommes d'affaires sont alaouites. Mais ce n'est pas la communauté en telle qui est au pouvoir. Il y a encore des pauvres alaouites. Il y a des régions marginalisées. Et puis on peut imaginer qu'il y a des alaouites qui s'opposent à Bachar al-Assad, évidemment. Et qui lui demandent maintenant de plus en plus. Où est-ce que vous êtes en train de nous amener dans ce conflit-là? Et en plus, même s'ils sont aujourd'hui dans leur majorité derrière le président syrien, c'est qu'ils considèrent qu'ils défendent leur existence au pouvoir. Mais quand ils pensent se replier, par exemple, à l'après, si jamais Damas bascule, si Alep bascule, et aller dans la région alaouite, je ne suis pas sûr qu'ils vont le suivre et ils vont être d'accord avec lui de le défendre. Une partition de la Syrie, c'est envisageable? Non, moi je pense que... Avec un territoire alaouite sur le bord de la mer Oui, il y a presque 900 000 alaouites qui sont à Damas. Par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces gens-là? Même une épuration ethnique, ça existe, on l'a vu, hélas. Je ne suis pas sûr que les Alaouites vont suivre la famille Assad pour une guerre sans fin. Aujourd'hui, il y a une question de pouvoir en Syrie, pouvoir central, qu'ils pensent défendre, mais ce n'est pas la même chose quand ils seront dans la région alaouite. Pour la coalition nationale syrienne, et si jamais... Mouaz al-Khatib. Mouaz al-Khatib, c'est le cheikh de la mosquée Umayyad de Damas. C'est quelqu'un qui a depuis très longtemps parlé du dialogue, de la tolérance. Il est considéré très modéré dans la carte politique islamiste. Il n'est pas membre des Frères musulmans. Il n'est pas frère musulman. Il a quitté la Syrie il y a quelques mois, après avoir été arrêté à plusieurs reprises. Et il a été un bon compromis. Il est accepté par la plupart des forces de cette coalition nationale syrienne. Le Conseil national syrien, qui a eu pas mal de problèmes internes, a accepté aussi un accord politique pour que cette coalition-là soit créée. Les frères musulmans ont accepté également, mais il y a autour de lui des personnalités syriennes assez importantes qui sont laïques,
que ce soit Riyad Seif, l'homme d'affaires à qui vous avez fait référence, que ce soit Souhair Al-Atassi, une jeune femme de Homs qui a joué un rôle important dans la mobilisation civile de la révolution. Il y a également Georges Sabra, qui est le chef aujourd'hui du Conseil national et qui est en accord avec la coalition, qui est laïque, de gauche, qui est né chrétien également. Donc ça montre un peu la diversité. Ancien communiste, ça montre la diversité de la scène politique syrienne. Et la révolution en Syrie est avant tout une révolution d'un peuple opprimé depuis 42 ans contre un dictateur. Après, s'ajoutent des complexités. La question sunnite-chiite, le fait que l'Arabie saoudite soutient et le Qatar soutient la révolution, que le régime iranien soutient le régime Assad, le fait qu'à l'intérieur du pays, il y a des clivages. Tout cela, c'est des complexités, mais ne change pas de la réalité de la question politique, qui est une question d'une révolution contre un pouvoir. D'ailleurs, en Tunisie... Donc on en fait trop. Disons-le clairement, est-ce qu'on en fait trop ou pas quand on justement spécule ou que l'on craint uniquement on va dire la définition, l'analyse religieuse de ce qui se passe en ce moment on peut pas la nier, mais on en fait un peu trop. En Tunisie, en Égypte, c'est des sociétés à 95% dans le cas tunisien, à 99% dans le cas tunisien sunnite. Il y a eu une révolution. Dans le cas égyptien, il y a peut-être 10 à 11% de coptes, mais dans tous les cas, la révolution a été contre un régime C'est pas vrai que les sunnites sont conservateurs et les chiites sont révolutionnaires? Moi, je pense que non. Depuis la montée de l'Iran, il y a dans les deux côtés des groupes conservateurs, comme il y a des groupes c'est l'image qu'on a généralement du sunnite. Non, mais c'est le fait que si on complique, respectueux de l'autorité, le sunnite est respectueux de l'autorité. Il y a une tradition historique, c'est que chez les sunnites, la plupart des références religieuses rejetaient l'idée de la révolution, historiquement, je ne parle pas d'aujourd'hui, parce qu'ils ont peur de la discorde, ce qu'on appelle la guerre civile entre musulmans. Al-Fitna. Donc vont mieux accepter un peu un khalifa ou un sultan ou un président, si on parle même un mauvais pouvoir, que d'aller vers la guerre civile. Tandis que chez les chiites, la question ne s'oppose pas. Mais au niveau de conservatisme politique, avec la montée en puissance des Iraniens au pouvoir et avec certains autres groupes, non. Il y a dans les deux camps des conservateurs et des progressistes. Et puis si on complique les choses et qu'on essaie de faire un peu de politique fiction, on pourrait imaginer que de toute façon qu'aujourd'hui il y a bien un pays qui voudrait ne pas se définir seulement par rapport à une identité religieuse et à une révolution religieuse, ce serait justement les chiites qui s'opposent à Ahmadinejad en Iran, qui eux peut-être voudraient, au nom d'un chiisme, revenir à quelque chose, à une société plus laïcisée, plus sécularisée, donc à l'inverse de ce que l'on décrit du mouvement des sunnites dans les pays. Non, absolument. En fait, même pas seulement Ahmadinejad, qui devient maintenant de plus en plus marginalisé dans la vie politique iranienne, et bientôt son mandat va finir. Même à Khamenei, qui est le leader suprême de la République, les Iraniens laïcs, nationalistes, ils ont à plusieurs reprises manifesté depuis la fin du printemps iranien avorté malheureusement en 2009. Ils ont toujours parlé des droits de l'homme et ils ont dit qu'on n'a plus besoin d'intervenir ailleurs, on veut régler nos problèmes internes avant d'aller à exporter une révolution ou une idéologie islamique. Bon. On attend ce moment, on attend. Daniel Salnave. Oui, c'est pas parce que je suis la seule femme dans ce studio, technique comprise, que j'ai envie que la minute des femmes quand même revienne. Je l'attends avec impatience depuis un moment. Vous avez dit tout à l'heure, et je partage tout à fait votre point de vue, qu'il fallait en finir avec des régimes qu'on soutenait parce qu'ils étaient prétendus une barrière contre un islamisme politique. Et vous dites qu'il faut faire confiance au jeu démocratique, et moi je fais partie des gens qui font confiance au jeu démocratique. Mais s'agissant de la question des droits des femmes, est-ce que vous pourriez là-dessus ne pas vous contenter de nous dire, vous n'aviez pas eu le temps peut-être d'en dire plus, mais qu'il faut faire confiance au débat démocratique. Comment cette question des droits des femmes va être mise en lumière et surtout activée, et par quelle force ? Je vous remercie pour cette question qui va me donner peut-être la possibilité d'élaborer un peu. Il y a depuis le printemps arabe plusieurs phénomènes au niveau des femmes arabes qu'on ne voit pas suffisamment. Non seulement dans l'espace virtuel, qui rend les choses d'ailleurs beaucoup plus faciles pour les femmes de s'exprimer sans avoir à se dévoiler au niveau de leur identité et sans avoir à confronter directement ou physiquement leur société. Il y a eu en Égypte, en Tunisie, en Syrie aujourd'hui, au Yémen, même au Bahreïn, il y a eu à plusieurs moments des femmes qui se sont exprimées en disant que la révolution ne peut pas être une vraie révolution si nos places ne sont pas réservées, si notre participation ne devient pas non seulement un don
que les hommes sont en train de nous offrir, mais que ça devient un phénomène social et politique avec lequel la société doit normaliser. Évidemment, les islamistes peuvent menacer les libertés privées, parfois des femmes, peuvent imposer au niveau des mœurs des règles strictes qui réduisent les libertés des femmes, mais il y a une nouvelle génération de féministes arabes qui commencent à s'exprimer. Il y a des textes écrits en arabe et qui méritent d'être traduits peut-être, qui montrent la puissance de ces femmes-là, que ce soit par rapport à leur corps, que ce soit par rapport à leurs droits politiques. Il y a eu à plusieurs moments, et pour la première fois dans l'histoire contemporaine, si j'ose dire, du féminisme arabe, des femmes qui ont parlé de leur liberté au niveau de leur corps, au niveau de leurs choix politiques, au niveau de leurs aspirations. Il y a des leaders qui ont émergé dans plusieurs révolutions et qu'on ne connaît pas suffisamment dans les médias, mais qui sont vraiment présents. Mais aussi, il y a des grands obstacles, que ce soit au niveau de la législation, au niveau du patriarcat, au niveau de la conception de la religion, qui reste une conception assez marquée par le patriarcat lui-même et par le fait que les femmes sont exclues. Donc il va y avoir un rapport de force qui va s'établir et une lutte des femmes et des hommes qui les soutiennent. C'est pour ça que l'image de Bourguiba continue d'être en Tunisie présente, parce que Bourguiba est quand même celui qui a imposé dans l'ensemble de ce monde des années 50, milieu des années 50, une législation extrêmement... Moi, parce qu'il disait, je voudrais qu'on écrive sur ma tombe, libérateur des femmes. Oui, et toute la problématique se pose là, c'est que certains dictateurs étaient au niveau des causes des femmes plus progressistes que d'autres forces, mais en réduisant le champ politique en le contrôlant, ils n'ont fait que alimenter avec le temps l'islam politique, qui est revenu maintenant et que certains acquis des femmes sont menacés. Mais la mobilisation des femmes tunisiennes, par exemple, est exceptionnelle. En Égypte également, il y a maintenant un groupe qui travaille sur le harassment, ce qu'on appelle toutes les agressivités contre les femmes faites sexuellement ou même dans les bus, partout. Et ils font un travail très important. En Syrie, les figures de la révolution syrienne, à l'intérieur comme à l'extérieur, en clandestinité comme dans les médias, est assez importante. Au Yémen, Tawakkal Karman a eu le prix Nobel à cause de son rôle dans la révolution. Et il y a au Bahreïn aussi des femmes qui se mobilisent. Il y a un changement, mais je pense que ça va évoluer lentement. Et au niveau des droits, le code de la famille aboli reste un grand problème. Encore un grand problème absolument, dans beaucoup de pays, absolument. y compris la Jordanie, par exemple. Y compris le Liban, où la femme libanaise n'a même pas le droit de donner nationalité à son mari et à ses enfants. Donc sa citoyenneté n'est pas reconnue comme telle. Il y a la question du mariage et du divorce. Beaucoup de boulot à faire et beaucoup de travail à faire. Mais je pense que c'est un chantier maintenant qui commence vraiment à tous les niveaux. Je suis optimiste peut-être dans les années, disons 5 ans, 10 ans, mais ça va être très dur au court terme parce que les rapports de force ne sont pas toujours dans la bonne voie. Mais ça commence quelque part au moins. Je voudrais revenir à Obama et au rôle des Américains dans cette région. On arrive au bout. Juste pour introduire ça, oui, je vais essayer d'être bref. Il y a un ancien ambassadeur de Grande-Bretagne qui a été à la fois en Arabie Saoudite et en Israël, qui s'appelle Tom Phillips, qui a édicté dans le magazine Prospect de juillet dernier les 10 règles pour lesquelles il n'y aura jamais de paix au Proche-Orient. Et c'est très drôle parce que la première, c'est « The worst thing will always happen at the worst possible time ». La pire des choses arrivera toujours au pire moment. Et il dit, la règle numéro 3, « Only the Americans can and the Americans can't ». Seuls les Américains peuvent, mais les Américains ne pourront jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'aujourd'hui Obama, parce qu'il ne risque plus parce qu'il n'a plus besoin de se faire réélire, on a évoqué qu'éventuellement là, il ferait peut-être quelque chose pour la Syrie. Est-ce qu'il a une chance de passer? Ziad Majed. Premièrement, je l'espère, mais j'ai des doutes. D'un côté, jusqu'à maintenant, il s'est montré faible en face de Netanyahou, par exemple, à 2 reprises au moins. Je ne sais pas si dans le deuxième mandat... Sur le gel des colonies, il avait interdit et ils sont passés outre. Tout à fait. Il a même donné... il a fait un compromis même sur la durée de 6 mois et ils n'ont pas accepté. Et la question iranienne, je pense que là, les choses vont se jouer. S'il arrive à convaincre les Israéliens de ne pas aller vers une frappe militaire et que la diplomatie est suffisante, peut-être qu'il y aura sur d'autres volets d'autres dynamiques et vice-versa. S'ils vont vers une guerre avec l'Iran, peut-être l'idée de Bush père et James Baker sera aussi sur la table, c'est-à-dire on frappe l'Iran, mais vous devez faire quelque chose en Palestine.
Il peut y avoir des chantages de ce genre, mais je pense que le premier test d'Obama va être de nouveau la Syrie. Il y a un massacre à ciel ouvert en Syrie, 40 000 morts, des centaines de milliers de blessés et de réfugiés politiques, de gens torturés, de disparus. Et malheureusement, entre les craintes, les hésitations, l'islam politique et les fantômes, la peur que cela suscite, la situation géostratégique, ils ne sont pas en train ni d'armer l'opposition, pour faire face au moins aux avions militaires qui bombardent jour et nuit, ni la soutenir même sérieusement au niveau politique. Il faut se souvenir de ce jour où nous étions à la frontière turco-syrienne, où au fond tous les blessés rebelles, plus que blessés, enfin amputés, dans un état pitoyable, nous interpellaient au fond, en nous disant au fond quand même pourquoi vous ne faites rien au nom de toutes ces considérations. Ça fait 20 mois déjà. Nous sommes en train de crever sans aucune aide. Quoi. Et le problème, c'est que plus ça dure, plus la montée de forces sur le terrain qui sont plus extrémistes devient une réalité. Parce que si le peuple se sent complètement abandonné à faire face à des avions militaires et à de la torture dans les prisons, ils sont prêts à accepter tous ceux qui veulent venir les soutenir, y compris des cellules jusqu'à maintenant qui ne sont pas très nombreux, mais qui sont efficaces dans les combats, qui sont des islamistes, non syriens parfois, mais à majorité, ils sont syriens. Si on laisse... Vous pensez que la nouvelle coalition là, qui a vu le jour donc dimanche dernier à Doha, nouvelle coalition d'opposition syrienne, peut changer la donne? J'espère. Elle a une grande légitimité populaire. Aujourd'hui d'ailleurs, le vendredi, qui va connaître des manifestations et à travers le pays, un jour de colère, est intitulé par les activistes jour de soutien à cette coalition pour montrer qu'elle a la légitimité interne. L'Occident en général et certains acteurs arabes et régionaux essayaient de trouver une justification pour leur non-engagement en disant unissez-vous, trouvez l'opposition, voilà, vous avez un interlocuteur maintenant, qu'est-ce que vous attendez? Il y a toujours des justifications pour ne rien faire. Maintenant, on est confronté à une réalité. Il y a un groupe qui représente, il y a des islamistes, oui, mais ils seront marginalisés si on soutient cette coalition, et je parle des islamistes extrémistes, je ne parle pas des islamistes modérés ou des frères musulmans ou autres qui font partie de la coalition et qui sont dans une alliance nationale syrienne. Si on les soutient et on considère que c'est un combat pour la fin d'une dictature en Syrie, même s'il y a des complexités à laquelle il faut certainement penser, il y aura un progrès. Sinon, la situation, après 20 mois de combat, va devenir de plus en plus violente et les craintes, même pour le futur, seront dans la région et en Syrie même plus importantes. Donc il y a une responsabilité éthique et politique de la communauté internationale. Espérons qu'elle soit à la hauteur cette fois. Merci, c'est moi qui vous remercie infiniment, Ziad Majed, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université américaine de Paris, spécialiste du Proche-Orient, comme on l'aura évidemment constaté. Vous avez peut-être j'ai perdu ma fiche d'ouvrage en cours. Non, pas encore. On attend. Oui. Enfin, si, allez-y. Bientôt, j'espère. Oui. Et j'avais écrit sur le Liban beaucoup, et là sur la Syrie de plus en plus. Voilà, écoutez, mais vous reviendrez bien sûr nous voir au matin. Merci à vous.